Cette vidéo, suite du cours sur la Ve République, et on va voir aujourd'hui les alternances politiques depuis 1969. 1969, c'est l'année où le général de Gaulle quitte le pouvoir, d'accord? Il décédera un an plus tard, à l'âge de 80 ans. Alors, je ne vais pas faire une vidéo par présidence, hein, parce que ça prendrait trop de temps, puis c'est pas l'objectif du programme. Si j'ai passé du temps sur la fondation et la période gaulienne, c'est parce que ça a profondément marqué la vie politique et la culture politique française. C'est-à-dire qu'on continue d'y faire référence. Donc il faut avoir ces bases-là pour comprendre ce qu'a été la Ve République à sa fondation et ce qu'elle était dans l'esprit de son fondateur, le général de Gaulle. Et donc aujourd'hui, on va voir l'évolution de cette Ve République et pourquoi elle est quelque peu entrée en crise. Vous noterez que le président Macron ne figure pas sur cette frise. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, parce que je vais me concentrer principalement maintenant sur cette série de présidents. Alors, je vais aussi vous mettre un certain nombre d'images, parce que pour comprendre les périodes qu'on n'a pas vécues, bon, on peut lire des livres d'histoire, ce que font quand même peu de gens, on peut regarder des films, des documentaires, mais il y a quelque chose qui est un très très bon indicateur de ce qu'était l'état d'esprit d'une époque, c'est l'humour. Donc je vais vous mettre des références à des humoristes, que ce soit de la presse, des journaux, ou alors des humoristes télévisuels, bon, ils suivent l'évolution de leurs médias. Si vous voulez comprendre ce qu'est la contestation de l'époque gaulienne, il faut regarder ce qu'était Harakiri Hebdo, d'accord, fondé par le professeur Choron et Cavana, qui va devenir dans les années 70 Charlie Hebdo, dont on parle encore aujourd'hui. Hein. Bon, cet esprit Harakiri, c'est l'esprit très libertaire d'opposition à la France gaulienne, d'opposition frontale à l'autoritarisme et au style gaulien. Ça, vous pourrez aller regarder un peu pour comprendre ce que sont les années 60 en France, la contestation des années 60. Ça, c'est très utile. Alors, Georges Pompidou va succéder au général de Gaulle. Il va lui succéder en 1969, puisque De Gaulle démissionne, souvenez-vous, il y a une élection présidentielle qui est organisée, et Pompidou devient président. Alors, la France pompidolienne, si vous voulez comprendre la période des années 70, vous lisez Jean-Marc Reiser, c'est un auteur de BD. Bon, c'est très cru, hein, mais il y a du génie chez cet homme-là, et ça permet de comprendre totalement ce qu'a été la France des années 70, avec son départ sous Pompidou. Alors il faut comprendre que l'époque de Pompidou, c'est la suite de De Gaulle, mais De Gaulle, entre guillemets, un peu plus cool. Vous pourrez regarder, je vous mettrai un ou deux liens, vous verrez les conférences de Georges Pompidou. Il a un style moins strict et moins psychorigide, entre guillemets, que le général de Gaulle. C'est pas un militaire, c'est un normalien, c'est un lettré, il est plus jeune. Bon, il est plus moderne, entre guillemets, il est plus en phase avec son temps, d'accord, il incarne moins la figure du père et la figure un peu autoritaire. Alors, Pompidou va décéder, il était malade, il va décéder en 1974 de la maladie de Crohn, donc il ne terminera pas son septennat, c'est-à-dire son mandat de 7 ans. D'accord ? Il va mourir au bout de 5 ans, et celui qui va lui succéder, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Alors Pompidou et Giscard étaient des hommes de droite, hein. Ils s'inscrivaient dans la suite du général de Gaulle. Même si Giscard, ce qu'il faut comprendre, c'est que Giscard, il incarne, il est assez jeune, il a je crois 45 ans, quelque chose comme ça, quand il est élu. Et il incarne la modernité. C'est-à-dire qu'il se présente comme le candidat, entre guillemets, de la jeunesse. Il dit, bon voilà, moi je suis pas, j'ai pas vécu la Seconde Guerre mondiale, je suis pas un homme d'avant la Seconde Guerre mondiale. Il était lycéen pendant la Seconde Guerre mondiale, il était plutôt jeune. Et en fait, c'est une présidence à l'américaine, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il se veut un peu le Kennedy français, et il dit voilà, il faut rajeunir et moderniser la vie politique française. Alors pour comprendre les années Giscard, c'est lui qu'il faut écouter, c'est Coluche. C'est Coluche parce que une grande partie des sketchs politiques de Coluche se passe pendant la période Giscard. Il y en aura pendant la période Mitterrand, mais vraiment Coluche, c'est l'esprit mai 68. En politique, c'est le moment où justement on rigole de tout et on critique énormément Giscard. Giscard pour son mode de gouvernement, pour sa personne considérée quand même comme trop royaliste. Alors après Giscard, qui ne sera pas réélu en 1981, vous avez cet homme qui prend le pouvoir, c'est François Mitterrand. Alors François Mitterrand, pourquoi c'est très important de s'en souvenir ? Parce que c'est le premier président de la gauche durant la Ve République. La dernière fois que la gauche unie était au pouvoir, c'était le Front Populaire en 1936, même si le Parti Socialiste
d'accord, ce qui était la SFIO, a été membre du gouvernement, et il y a eu un gouvernement SFIO au début de la guerre d'Algérie, dont François Mitterrand était ministre des colonies. Alors ça, bon, c'est une autre histoire, mais bon. 1981, Mitterrand devient président. Alors, il est le premier président de gauche, c'est une victoire historique, parce que compte tenu des pouvoirs qu'a le président de la Ve République, la victoire de Mitterrand, ça veut dire qu'on a un homme de gauche qui est quand même élu sur un programme de rupture avec le capitalisme, hein. C'est-à-dire, il s'agit, c'est un programme révolutionnaire. Mitterrand avait fait ce qu'on appelle le programme commun, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Il était allié avec les communistes, et pour la première fois, on a des communistes et des socialistes qui gouvernent. Ça, les communistes, eux, n'ont pu gouverner depuis le Front Populaire, depuis 1936. Donc, grand moment, la France entière, une partie de la France prend peur et retient sa respiration. On raconte que les chars de l'armée rouge vont venir sur les Champs-Élysées et que Mitterrand pardon, est un crypto-communiste. Bon, il n'en est rien du tout. Il appliquera un certain nombre de réformes. Je ne rentre pas dans le détail, j'en reparlerai plus tard encore une fois. Là, je veux juste que vous ayez la succession des présidents, hein. Après De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand. Et alors, pourquoi on retient ça? Parce qu'effectivement, c'est le début de l'alternance. Jusqu'ici, on n'avait eu que des hommes de droite. D'accord? De Gaulle était un homme de droite, Pompidou était un homme de droite, Giscard était un homme de droite. Et hop, la gauche prend le pouvoir. Alors, c'est ce qu'on appelle, c'est le début de l'alternance et de la bipolarisation de la vie politique. Concrètement, c'est simple. L'alternance, ça signifie que désormais, on a un coup sur deux, quand il y a un gouvernement de gauche, et ben on est quasiment presque sûr qu'à l'élection suivante, ce sera un homme de droite. Et après, l'homme de droite, ce sera un homme de gauche. C'est-à-dire que ça alterne. Alterne, c'est passer de l'un à l'autre. Et effectivement, à partir de l'élection de Mitterrand, et ben, le fait que la gauche soit au pouvoir va plus paraître comme quelque chose de si exceptionnel que ça. Et elle va apparaître comme capable de gouverner. Alors elle perdra les élections en 86, j'en parlerai plus tard, elle regagnera en 88, et donc ça va alterner un coup sur deux. Et ce qu'on appelle la bipolarisation de la vie politique, ça c'est important, c'est que désormais la vie politique se structure autour de ce qu'on appelle le bipartisme. C'est-à-dire vous avez deux grands partis qui dominent en gros. À l'époque vous avez c'était l'UDF de Giscard et le Parti socialiste de Mitterrand, parce qu'en 81, les socialistes font plus de voix que les communistes, et donc le Parti communiste commence à décliner, et on a donc deux grands partis, un à gauche, un à droite, des petits partis qui gravitent autour, et on considère que ces deux partis, ces deux grands partis de droite ou de gauche, sont les seuls capables d'emporter les élections et de gouverner. Donc c'est ce qu'on appelle la bipolarisation, il y a deux pôles, hein, un pôle à droite, un pôle à gauche, et le bipartisme, parce que deux partis dominent. Donc vous voyez cette bipolarisation en couleur. Grosso modo, quand c'est rose, c'est un gouvernement de gauche. Quand c'est bleu, c'est droite. Bah vous voyez, ça fait bleu, rose, bleu, rose, bleu, rose. C'est ça l'alternance. C'est que autant pendant les 10 premières années, on a des gouvernements de gauche, de droite, pardon, et ensuite on va avoir des gouvernements de gauche qui vont alterner pour des périodes plus ou moins longues. Donc vous voyez, c'est ça l'alternance. Notez que ici, la personne qui a fait l'infographie a mis en jaune. J'expliquerai pourquoi, parce qu'on ne sait pas. C'est le gouvernement Édouard Philippe, le premier gouvernement Macron. Alors là, est-ce que c'est droite ou gauche? Je reviendrai là-dessus, justement, plus tard. Donc voilà la première petite trace écrite. Hein. Vous voyez, rien de bien méchant. Vous notez ça. Je mettrai en ligne une frise avec les différents présidents et leurs dates. Il faut les connaître. Hein. De Gaulle 59-69, Pompidou 69-74, Giscard 74-81, Mitterrand 81-95, Chirac 95-2007, Sarkozy 2007-2012, Hollande 2012-2017 et Macron 2017. On verra combien de temps. Donc vous notez ça. Je mettrai ça en ligne et on va continuer. La vidéo va pas s'arrêter tout de suite. Alors, vous les avez, ces différents gouvernants. Maintenant, on va voir un peu la vie politique telle qu'elle se passe après l'élection de Mitterrand. Donc, vous constatez une chose, c'est que Mitterrand va avoir ses... Alors, pourquoi il y a Mauroy, Pierre Mauroy était le Premier ministre de Mitterrand, pourquoi c'est Mauroy 1, 2, 3? En fait, dès que vous changez un ministre dans le gouvernement, vous refaites... Ça compte comme un nouveau gouvernement, d'où les 1, 2, 3, etc. Même si pour les Français, c'est pas forcément ils ne voient pas forcément la différence. Hein. C'est-à-dire que s'il y a un homme qui change, et ben, techniquement, la composition, c'est comme une équipe de foot. S'il y a un joueur qui change, ben, même s'il reste plein d'autres joueurs qui étaient là avant, on peut considérer que l'équipe a changé. Donc vous voyez ici, là on est en 1986. Et là,
vous voyez, tac, Chirac. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1986? Eh bien, c'est simple, en 1986, il y a des élections législatives, parce que les élections législatives avaient lieu tous les 5 ans dans la Ve République, et le président a été élu pour 7. Ce qui veut dire qu'au bout de 5 ans, il y avait une élection qui était organisée, et c'était comme ça que De Gaulle l'avait voulu, et donc le président gardait ou pas une majorité. Dans l'esprit du général De Gaulle, il est probable que si le président perdait sa majorité, donc perdait la majorité à l'Assemblée nationale, et avait un nombre de députés trop faible de son parti qui était élu, dans l'esprit de De Gaulle, il devait sans doute démissionner. Mitterrand va dire non, je démissionne pas, j'ai été élu pour 7 ans, je fais mes 7 ans. Ce qui peut se défendre. Simplement, vous voyez, il n'a plus de majorité, puisque là, on a une majorité de droite qui est ici. Et que les communistes et les socialistes ne sont pas suffisants pour gouverner. Alors, vous voyez les institutions, on a un président qui est élu, on a une assemblée nationale. Comment on fait pour nommer un gouvernement? Parce que c'est le président qui doit nommer le gouvernement, mais le gouvernement, il doit être quand même approuvé par l'Assemblée nationale. Donc s'il n'y a pas une majorité qui est pro-président de la République et du parti du président, s'il n'y a pas une majorité à l'Assemblée nationale avec un maximum de députés qui est pour le président, ça signifie que le gouvernement, il va être d'un autre parti que celui du président. Là, on avait un président de gauche, Mitterrand, on se retrouve avec une Assemblée nationale majoritairement à droite, ce qui veut dire qu'on va avoir un gouvernement de droite. Et l'homme qui va être nommé, c'est Jacques Chirac, ce que vous avez vu avant, qui va être Premier ministre pendant 2 ans, Premier ministre de droite de Mitterrand. Et donc c'est ce qu'on a appelé la cohabitation. Pourquoi? Parce qu'ils sont de droite et de gauche. Ils doivent cohabiter, c'est-à-dire ils doivent vivre ensemble. Cohabiter, c'est vivre à deux, mais en étant très différents. Chirac est de droite, Mitterrand est de gauche. Alors je vous ai mis cette photo, c'est pas pour rien, parce qu'elle est assez emblématique. Le président Mitterrand est quelqu'un qui a exercé un ascendant et entre guillemets, une autorité sur la vie politique française qu'on imagine mal aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il avait un certain charisme. Alors, c'est simple, les gens le haïssaient ou l'adoraient, mais il laissait personne indifférent. En tout cas, il avait une aura, et vous le voyez là en train de signer un texte que lui a amené le Premier ministre Chirac. Et on a l'impression que le Premier ministre Chirac est comme un petit garçon qui se fait corriger par le maître d'école. C'est un peu exagéré, mais la relation entre Mitterrand et Chirac, évidemment, est une relation très dissymétrique. Alors, ça va durer jusqu'en 1988. Pourquoi? Parce que 1988, nouvelle élection présidentielle, le président Mitterrand se représente. Il se représente donc pour 7 ans, Chirac se représente aussi, et Mitterrand va gagner, il va remporter l'élection, ce qui fait que c'est de la fin de la première cohabitation. Mitterrand l'emporte avec 54% des voix. Chirac a perdu. Il retentera plus tard et on verra ce qu'il en est. Donc, il va y avoir un nouveau entre 88 et 93, pendant les 5 premières années, Mitterrand aura une majorité, donc il gouvernera à gauche. 93, patatras, le Parti Socialiste perd les élections, et là il se fait réellement laminer, vous voyez. Donc nouvelle cohabitation, alors là ça va être Édouard Balladur et puis Jacques Chirac. Édouard Balladur qui sera Premier ministre. 95, le président Mitterrand ne se représente pas, il était très malade et il va mourir quelques mois plus tard. Et celui qui va être élu, c'est Jacques Chirac. Alors Jacques Chirac, vous voyez, il a sa majorité de 95 à 97. Vous voyez, c'est bleu. Donc, il gouverne. Alors là, vous avez les présidents, les assemblées. Donc là, président de gauche, assemblée de gauche. Président de gauche, assemblée de droite. C'est la deuxième cohabitation. Là, président de gauche, Chirac est élu... de droite, pardon. Il est élu en 95. Hop, il a son gouvernement. Et il va avoir une idée absolument extraordinaire, qui est de dissoudre l'Assemblée. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il convoque de nouvelles élections? C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des grèves massives en 95, parce qu'avec son Premier ministre Alain Juppé, il a tenté de réformer les retraites. Il y a eu des millions de Français dans les rues, le pays était paralysé. Et Chirac s'est dit, oh là, ma popularité est en baisse, si j'attends trop longtemps, je me ferai avoir en 2000, je vais prendre une cohabitation. Donc vaut mieux dissoudre dès maintenant. Il pensait, les sondages lui disaient qu'il aurait une majorité de députés. Patatras, il n'aura pas de majorité de députés. Et en 97, nouvelle cohabitation. Et là, c'est Lionel Jospin, j'en parlais tout à l'heure, qui devient Premier ministre. Donc Chirac va pas prendre 2 ans, mais 5 ans de cohabitation. Et il va être réélu en 2002 contre toute attente, je vous expliquerai ça. Et là, comme vous le voyez, il n'y aura pas de nouvelle cohabitation. Pourquoi? Parce qu'en 2000, il a fait passer un référendum. Et en fait, il a diminué la durée du mandat présidentiel à 5 ans. Ce qui signifie que le mandat présidentiel dure aussi longtemps que le mandat de député.
Donc quand un président est élu, l'Assemblée est élue. Il n'y a pas d'élection législative pendant son mandat, sauf s'il dissout, mais on voit pas pourquoi un président irait prendre le risque de se prendre une rouste aux élections et de se retrouver en cohabitation. Donc aujourd'hui, la question de la cohabitation, il y a très peu de chances qu'il y en ait à nouveau, donc on ne va pas s'apesantir là-dessus. Mais il faut retenir que ça a marqué la vie politique depuis 1904, parce qu'il y en a eu trois entre 86 et 2002. Donc pendant plus de 15 ans, il y a eu énormément de cohabitation. Et là, on voit bien ce que je vous disais, l'alternance, quoi, droite-gauche, droite-gauche. Vous voyez au niveau des élections. Un coup, la majorité est à gauche, un coup, elle est à droite. Donc, deuxième cohabitation, Mitterrand, bon, vous voyez qui est âgé, gouverne avec le Premier ministre Édouard Balladur. Il sera resté 14 ans au pouvoir, il a connu deux périodes de cohabitation, le président Mitterrand. Il aura marqué la vie politique, pareil, cette photo, je ne vous l'ai pas choisie au hasard, parce que là, vous le voyez qui trône, et effectivement, il a eu une image de monarque, hein, de roi, il a incarné la fonction présidentielle de façon très... Alors pour les uns diront il s'est pris pour Louis XIV, un peu comme De Gaulle, les autres diront il était totalement déconnecté, mais je vous dis, c'est un homme aujourd'hui dont le bilan est contrasté. C'est pas un bilan simple. Le truc, c'est que les gens qui l'ont adoré à l'époque, aujourd'hui, lui crachent littéralement dessus en disant que c'était un salaud. Non, c'est un personnage complexe et méfiez-vous des visions. Tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Et donc retenez qu'il a en tout cas complètement dominé la vie politique et notamment les années 80, qui sont les années Mitterrand, pendant cette période-là. Et il aura eu comme Premier ministre de droite Jacques Chirac et Édouard Balladur. Alors Chirac, il est élu, alors oui, parenthèse, on va passer à Chirac, pour comprendre ce qui a été la deuxième partie du mandat Mitterrand, vraiment les 88-95, il faut regarder Les Inconnus. Et il y avait une émission qui existait, c'était le bébé de show, c'était des marionnettes qui imitaient la vie politique. Et ça a tout à fait... Alors, pour comprendre ce qu'est la France des années 80, vous regardez, fin des années 80, début 90, Les Inconnus. Tous leurs sketchs vous reflètent les préoccupations, la vision, on y retrouve la politique de Mitterrand. C'est un document incroyable, parce qu'ils ont tout vu, tout compris. Le bébé de show, c'est le moment où on se met à... Bon, comprenez, Coluche meurt en 86, il faut quelques temps avant que la politique, l'humour français redevienne politique. On essaie de trouver un successeur à Coluche. On n'en trouve pas vraiment. Il y a des émissions de télé qui apparaissent. Alors la plus célèbre, pour vous, peut-être que vous connaissez ça, sont les Guignols de l'info. Guignols de l'info, ça va tous les soirs parler de politique avec des marionnettes. Ça va rendre Jacques Chirac incroyablement populaire chez les Français. Et c'est pareil, c'est un très bon documentaire. L'émission a arrêté aujourd'hui, mais de 2000 à 2000, je sais pas combien, 2015 j'imagine, enfin non, parce qu'ils ont commencé en 89, et donc pendant presque 30 ans, plus de 30 ans, quasiment 30 ans, ils ont complètement retracé une chronique de la vie politique, donc c'est intéressant. Alors, élection présidentielle de 95. Chirac, au début, vous voyez, je vous ai mis des sondages. Donc le candidat de la gauche, c'est Lionel Jospin. La gauche sera assez affaiblie, en fait, des deux septennats de Mitterrand. Le Parti Socialiste a du mal à trouver ses repères. On envoie Jospin candidat. Il fera un score de 24% à l'élection, ce qui est pas mal. Enfin, il fera 23,3 pardon, au premier tour. Et en fait, à la base, Chirac se présente. Et rappelez-vous, c'est Édouard Balladur qui est Premier ministre de Mitterrand, hein, entre 93 et 95. Et Balladur, au début, est donné gagnant, mais à 100%. Quoi. Tous les sondages expliquent qu'il va faire plus de 30% au premier tour, et au deuxième tour, il sera élu avec un score gigantesque. Et donc Chirac se présente, les sondages le donnent vraiment à la traîne, il a deux fois moins de voix que Balladur. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Chirac va faire une très très bonne campagne. Et en fait, il va remonter, et Balladur va finir par se casser la figure dans les sondages. Et contre toute attente, c'est Chirac qui se retrouve élu au premier tour face à Jospin. Et 1995, élection de Jacques Chirac, que personne attendait un an plus tôt. D'où les histoires dans les Guignols de... voilà, je le dis pas, mais vous pouvez le lire. Cette période 93-95, c'est la cohabitation. Et donc, on a Balladur et Chirac, chacun attend d'être président. Et donc, Jacques Chirac trouve le temps long. Et donc, il a cette phrase: dans 2 ans, j'aurai mon boulot qui m'est garanti. Bon, vous regarderez ça. Je vous mettrai des liens vers des best-of des Guignols de l'info. Vous pourrez revivre tout ça.
Donc il est élu en 95. Alors je vous ai dit, il va très rapidement faire face à un mouvement social énorme parce qu'il a tenté de réformer les retraites, les retraites avec son Premier ministre Alain Juppé. Donc il a réussi à paralyser la France en 1995. Donc dissolution en 97, il espère se relancer. Patatras, il est battu. Et Jospin, qui était le premier secrétaire du Parti Socialiste, va être nommé Premier ministre. Donc Jospin revient en lice après la défaite de 93. Il va se retrouver Premier ministre de Jacques Chirac entre 97 et 2002. Donc pour comprendre cette période des années 90, les Guignols, j'ai trouvé un best-of là qui couvre 10 ans de 89 à 99. Ça fait plus de 4 heures, ça peut paraître très long, mais c'est assez rigolo. C'est un best-of des émissions de l'époque. Regardez-les idéalement avec des parents ou des gens que vous connaissez qui ont connu cette période-là. Ils pourront vous expliquer un peu mieux. Et vous reverrez un peu toute cette vie politique française. C'est assez bien vu. Ça permet de comprendre un peu ces années Chirac, la deuxième partie de ces années 90, la fin du mandat Mitterrand et le premier mandat de Jacques Chirac. Premier mandat de Jacques Chirac qui se termine en 2002. Contre toute attente, en fait c'est très simple. Tout le monde pensait que Jospin allait être élu. Chirac était absolument méprisé, il était surnommé super menteur, il avait plein d'affaires de corruption qui lui couraient derrière. Mais il se représente, et contre toute attente, Jospin va faire que 16% des voix. Et c'est Jean-Marie Le Pen, le père de Marine et le grand-père de Marion. Je ne sais pas si vous connaissez, ça vous parle beaucoup Jean-Marie, pour vous Le Pen c'est plutôt Marine ou Marion, mais c'est le père qui avait fondé le Front National, qui est aujourd'hui le Rassemblement National, qui est au deuxième tour face à Chirac. Et Chirac, alors pourquoi est-ce qu'il est au deuxième tour face à Chirac? C'est très simple. Là, je vous ai mis une photographie d'un panneau électoral. Donc vous voyez, vous allez vous amuser à compter le nombre de candidats qu'il y a eu au second tour. Au premier tour, pardon, de l'élection présidentielle de 2002. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a eu 16 candidats, dont 6 ou 7 candidats de gauche. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les voix de la gauche se sont dispersées. C'est-à-dire que Jospin était bien plus populaire que Chirac, et sur le papier, il aurait dû gagner. S'il y avait eu un deuxième tour Chirac-Jospin, Jospin l'emportait sans aucun doute. Simplement, une partie des électeurs de gauche, on se dit, tiens, je vais aller voter pour Mme Taubira, je vais voter pour M. Mamère, je vais voter pour M. Chevènement, je vais voter pour M. Hu, etc. Je vais voter pour M. Besancenot, pour Mme Laguillet. Bref, les voix se sont dispersées à gauche et à l'extrême gauche. Pourquoi? Parce qu'ils disent, oh, Jospin est pas assez ceci, pas assez cela. Et donc Jospin, au final, tous les gens qui ont voté à gauche se disaient, j'irai voter au second tour pour Jospin. Sauf que Jospin n'a pas passé le premier tour. Et au premier tour qu'il a passé, c'est Chirac. Alors il y avait quelques candidats de droite, mais il y en avait beaucoup moins, des rivaux de Jacques Chirac. Et celui qui va le doubler contre toute attente, qui va doubler Jospin, c'est Jean-Marie Le Pen. Et puis il y a eu une énorme abstention, c'est-à-dire que vous avez eu plein de gens qui ne sont pas allés voter au premier tour, en se disant c'est plié, j'irai voter au second tour Jospin, mais il est sûr. Les sondages le donnaient gagnant au premier tour, Jospin. Il le donnait en tête, donc on se disait il est sûr de passer au premier tour, donc pourquoi j'irais m'embêter à voter? Résultat, moins d'électeurs, dispersion des voix de gauche, paf, Le Pen l'emporte devant Jospin. Jospin qui s'est retiré de la vie politique depuis, Lionel Jospin, et qui a dit, si c'est ça, j'arrête ma carrière politique. Alors, ça a développé une chose depuis. Cette élection, ça a été un vrai traumatisme pour une partie des électeurs, notamment les électeurs de gauche, parce qu'ils étaient convaincus qu'ils allaient élire Jospin, et puis en fait, ils ont été obligés d'aller voter pour Jacques Chirac au second tour, puisque Jacques Chirac au second tour a fait 82% des voix, parce que tous les électeurs de gauche ont voté pour Chirac, pas parce qu'ils aimaient Chirac, mais parce qu'ils voulaient battre Le Pen. Donc l'idée, c'était que Jean-Marie Le Pen fasse le plus bas, score le plus bas possible. Alors c'est ce qu'on a appelé le Front républicain. C'est-à-dire tous les candidats et tous les électeurs qui étaient d'accord sur un certain nombre de valeurs communes, notamment rejet de la xénophobie ou des choses comme ça, rejet de la xénophobie, du discours d'extrême droite, etc., et de ce qu'incarnait Jean-Marie Le Pen, sont allés voter pour Jacques Chirac. Alors, depuis ça, on fait des fronts républicains à chaque fois. Dès qu'il y a un candidat d'extrême droite qui est au second tour, la dernière fois c'était Marine Le Pen, hop, on dit aux gens, front républicain, il faut aller voter pour le candidat opposé, quelle que soit sa couleur politique. Vous êtes de droite, vous êtes de gauche, allez voter pour celui qui n'est pas l'extrême droite. D'accord? L'extrême droite sert d'épouvantail. Et ce traumatisme du 21 avril 2002,
le fait que Jospin soit pas qualifié et que Jean-Marie Le Pen soit au second tour, ça a provoqué depuis ce qu'on appelle le réflexe du vote utile. Alors on a dit aux gens de voter utile. Voter utile, ça veut dire quoi? Bah, vous votez pour le candidat qui représente le parti majoritaire, donc là c'était le RPR de Chirac ou le PS, le Parti socialiste de Jospin. Et non, au premier tour, vous n'allez pas voter pour des petits candidats, ça sert à rien de toute façon. Vous votez pour celui qui a le plus de chances d'être élu, d'être élu et de passer le premier tour. Donc c'est le côté voter utile. N'allez pas voter entre guillemets pour un petit candidat, mais votez directement pour le candidat du parti pour être sûr qu'il soit qualifié et pour éviter qu'on ait une affiche comme ça et qu'à la place de Le Pen, on ait Jospin. Si vous aviez voté utile, vous n'auriez pas été obligé de voter Chirac. Alors c'est un raisonnement qui a une part de légitimité parce que ça vise à dire si votre calcul c'est de dire je vote pour Tartampion ou Tartantruffe pour que après j'aille voter pour celui dont les sondages me disent qu'il sera élu et qu'au final vous perdez tout, c'est pas une bonne chose. Simplement, l'autre problème, c'est que ça veut dire que les gens sont plus libres de leur vote. Parce que si au premier tour, vous n'avez pas le droit de voter, ou que vous vous empêchez de voter pour le candidat qui représente vraiment vos idées ou votre sensibilité, bah, ça signifie que les sondages gouvernent. Parce que c'est le candidat qui est donné favori des sondages pour lequel il faut voter pour qu'il ait le plus de chances d'être élu. Alors ça pose des problèmes démocratiques énormes. Donc après 5 ans de Chirac, 2002-2007, pourquoi pas 2009, je vous ai dit, parce qu'il a raccourci la durée du mandat présidentiel. Ce qu'on appelle maintenant, c'est un quinquennat, les présidents sont élus pour 5 ans et plus pour 7. On a un nouvel affrontement droite-gauche, cette fois le vote utile a fonctionné à plein régime. Donc en 2007, on a Madame Ségolène Royal qui représente le Parti Socialiste face à Monsieur Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur, entre autres, hein, du gouvernement Chirac, et ça va être une victoire de Sarkozy. Ensuite, en 2012, alternance, hein, c'est le candidat Nicolas Sarkozy va se représenter, mais il sera battu par François Hollande, qui était le premier secrétaire du Parti Socialiste, donc à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, donc il sera battu, Sarkozy, et cette fois ce sera le président Hollande. Alors, pourquoi est-ce que sur la première chronologie, je ne vous avais pas mis le président Macron? Parce qu'en fait, vous voyez, là, on a un modèle d'alternance. C'est-à-dire, on avait eu Jospin qui avait gagné les élections PS en 95. Chirac gagne en 2002. 2007, à nouveau la droite. Mais 2012, c'est la gauche. Donc ça fait droite-gauche, droite-gauche. L'alternance et le bipartisme sont là. Les Français en avaient marre de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que droite ou gauche, finalement, les politiques sont un peu les mêmes. Et puis s'il faut voter utile, on n'est plus libre de son vote. Et en fait, ce clivage, cette différence droite-gauche, elle va s'user un peu avec les années. Et le candidat Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie de François Hollande, il va gagner en popularité, il va devenir très populaire durant le gouvernement de le président de François Hollande, parce qu'en fait, il va dire, mais moi, je suis pas plus de gauche que de droite, je suis ni droite ni gauche, ou je suis et droite et gauche, c'est-à-dire, s'il y a des idées qui sont bonnes à droite, je les prends, et s'il y en a d'autres qui sont bonnes à gauche, je les prends. Et en fait, l'idée du mouvement En Marche qu'il va fonder, c'est de dire il faut dépasser la droite et la gauche. Et Macron dira bah non, vous me demandez si je suis de gauche, non, je suis pas plus de gauche que de droite. Et en fait, il va incarner le désir de beaucoup de Français de dire bah finalement, un coup à droite, un coup à gauche, ça nous fait pas plus avancer que ça. Donc, autant prendre ce qu'il y a de bien chez les uns et chez les autres. Ce qui fait que je vous montre cette caricature. Pour les gens de droite, pour les gens de gauche, Macron était un type de droite. Pour les gens de droite, Macron était quelqu'un de gauche. Bon, la réalité est plus complexe, je n'entrerai pas dans ces questions-là, mais c'est pour vous montrer que au bout de 50 ans de 5ème République, 50 ans d'alternance droite-gauche, en fait, les Français en ont eu marre. Ils ont essayé de sortir de ça. Donc la question, c'est de savoir si ça va réussir. Est-ce que dans quelques années, quand il y aura une nouvelle élection présidentielle, on aura des candidats qui seront plus marqués à droite ou à gauche, mais qui diront j'incarne telles idées, ça peut être l'écologie, moi j'en sais rien, ou le libéralisme, etc., ou le progressisme, peu importe, mais des gens qui diront moi je me vois pas comme le candidat de la droite ou le candidat de la gauche, mais je me vois comme quelqu'un qui dépasse ça, ou alors est-ce que la tentative de dépassement opérée par le candidat Macron va fonctionner, ou alors est-ce qu'on va revenir à un bon vieux clivage, il y a un candidat de la gauche, un candidat de la droite, et les électeurs de gauche se réunissent autour du candidat de gauche et ceux de droite autour du candidat de droite, et au deuxième tour c'est droite-gauche, on verra, sachant que le Front National, Rassemblement National,
fait des scores de plus en plus élevés. On a quand même énormément de chance, puisque là, rappelez-vous que à l'élection présidentielle de 2017, ça a été le candidat Macron face à la candidate Le Pen. Donc, à nouveau, il y a eu Front républicain. Mais pour combien de temps? Ça, on n'en sait rien, vous voyez. Le résultat du premier tour, c'est Macron 23%, Le Pen 22%. Et Fillon qui était la droite, et Mélenchon qui était la gauche, gauche et un peu extrême gauche quand même. Et ben, vous voyez bien, le clivage droite-gauche, en fait, il a tendance à casser. On n'a plus un bipartisme. Autrefois, on avait deux partis qui dominaient, les autres qui étaient beaucoup plus bas. Et là, non plus du tout. Donc, est-ce que tout ça va sauter? On n'en sait rien. Deuxième tour, Le Pen, Macron. Bah, les gens ont fait. On a appelé au Front républicain. Donc, le candidat Macron l'a emporté largement face à Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, qui cette fois a fait un peu plus de 30% des voix, 33%, je crois. Alors que son père, en 2002, en avait fait 17%. Donc, même le Front républicain, il commence à s'affaiblir. Vous voyez, elle a fait 33% des voix contre 66. Chirac, c'était 82. Hein. Donc, combien de temps est-ce que ça durera le Front républicain, c'est-à-dire tous contre l'extrême droite, tous contre Le Pen? Ça, c'est une des inconnues. Hein. Et est-ce que le pari de dépasser la droite et la gauche fonctionnera? Ça, on n'en sait rien, mais c'est là-dedans que nous sommes aujourd'hui. Donc, je vous ai résumé très simplement hein, les 86, la cohabitation. Je rentre pas énormément dans le détail parce que c'est rendu un peu impossible depuis la réduction du mandat présidentiel, c'est-à-dire le quinquennat, 5 ans. On voit pas pourquoi un président élu pour 5 ans irait dissoudre son assemblée si elle est de son côté. Un peu suicidaire. Donc ensuite, Sarkozy, Hollande. Hollande qui ne se représente pas parce qu'il est assez impopulaire. Et donc, pourquoi 2017, ça a l'air d'être un tournant? Parce que, est-ce que c'est la fin de la bipolarisation ou la fin du bipartisme? Et le fait que désormais, le Front National semble être quasiment assuré d'être au second tour des élections, est-ce que ça va renforcer le vote utile ou le Front républicain ou l'affaiblir? On verra bien. Voilà, je vous laisse noter ça, les deux traces écrites, et je vous remercie de votre attention. Je vous mets en lien le documentaire, la compilation là, des Guignols. C'est très bien fait, regardez ça, ça vous aidera à comprendre les années 90. Vous reconnaîtrez des têtes, bon, beaucoup des gens qui sont là sont plus dans la vie politique, mais bon, prenez le temps de regarder ça, c'est intéressant. Merci à